Comment est-ce que vous réussissez, vous, Michel Serres, à relier justement la littérature, l'histoire, les sciences, et par quel procédé analogique procédez-vous? Parce que l'analogie, à mon avis, c'est un mot essentiel pour comprendre votre démarche intellectuelle, au moins dans ces livres. Oui, il y a deux réponses à votre question, Eduardo. La première, c'est... Oui, il y a deux réponses, Eduardo, à votre question. La première, c'est que une fois que j'ai eu le cadre de ces types d'interprétation, vous voyez, le cadre ethnologique de ce type d'interprétation, et il a été pour moi extrêmement aisé d'analyser à la fois des textes littéraires, des textes poétiques, des textes philosophiques et même des textes scientifiques purs de la même manière. Donc ça me permettait d'enfiler ma culture de manière... vous savez que nous n'avons pas l'habitude, nous, de les serrer de cette façon-là. Vous avez été en classe de philosophie, vous avez été en classe de français, vous avez été en classe de mathématiques, vous avez été en classe de physique, de chimie, de biologie, vous avez bien séparé ces domaines-là. Eh bien, j'ai passé toute ma vie à trouver que cette séparation-là, ou cette division-là, était parfaitement absurde, et que la vraie culture, c'était la liaison entre ces choses-là. Et j'ai trouvé, grâce à ce procédé, ou à cette manière de parler, à cette manière de lire, une manière précisément de lire de la même manière des biologistes, des littéraires ou des philosophes. Voilà. Alors la seconde manière de parler, c'est de dire que depuis le tiers instruit, ça fait déjà maintenant 30 ans que j'ai écrit ce livre-là, je suis très attaché à trouver des techniques d'analyse ou trouver des techniques de lecture qui rapprochent précisément ce qui est séparé. Et je peux même insister et frapper encore sur ce point, parce que je trouve que l'université et les techniques universitaires, d'ailleurs pas seulement en France, mondialement, qui séparent, je ne sais pas, au moins deux populations, les populations scientifiques d'un côté et littéraires de l'autre, réussissent cet exploit extraordinaire de transformer la population en deux sous-ensembles, les instruits incultes et les cultivés ignorants. Vous savez, je sors d'une séance de l'Académie française il y a à peine une heure. Vous les classez où? Pardon? Vous les classez où, l'Académie française? C'est absolument extraordinaire. Ce sont tous des littéraires, et dès le moment où on parle de définir une longueur, de définir un algorithme de position, ils sont complètement perdus. Mais perdus de façon à ne pas le croire. Vous voyez, je vous donne un exemple, au moins pour vous faire rire. Un jour, on avait à définir le mot longueur. Alors tout le monde a dit, ben, longueur, ça s'oppose à largeur, il faut que ça soit un peu long, que ça soit, etc. Alors, mais j'ai levé le doigt, j'ai dit, voyons, il y a des longueurs de 10 puissance moins 30 angstrom. C'est pourtant une longueur, vous voyez. Qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur, etc. Mais alors dites quelle est la définition de longueur? Ben, je dis, c'est une des dimensions de l'espace. Ah, c'est beaucoup trop abstrait, vous voyez. Alors que c'est une dimension de l'espace. Vous voyez, la séparation entre les littéraires et les scientifiques, confondante, et même c'est assez grave, parce que ça donne dans la population des réactions, parmi les littéraires, des réactions anti-scientifiques d'un côté, et de l'autre côté, des réactions complètement incultes de la part de ceux qui sont exclusivement des scientifiques. Par conséquent, là encore, c'est un livre qui essaie d'expliquer de la même manière la série de façon homogène entre les savants, les philosophes et les littéraires. Mais en même temps, vous définissez vous-même par une expression qui m'a étonné un peu. Vous dites, je suis un nomade analogiste. Ça veut dire quoi, être un nomade analogiste? Lorsque l'ethnologue dont je parlais, qui s'appelle Philippe Descola, qui est un type remarquable, fait ces quatre, il dit il y a des animistes, et pour les animistes, il y a une même âme. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Vous connaissez les vers de Lamartine. Il n'y a qu'une seule âme, et ce qui les diffère, c'est la différence des corps. Voilà, c'est la première culture. La culture totémiste, c'est la culture qui associe à un individu ou à un groupe d'individus
un animal ou une plante, parce qu'il est plus facile de distinguer une plante que de distinguer les hommes entre eux. Ça, c'est le totémisme. Le naturalisme, dit-il, c'est l'inverse exactement de l'animisme, et c'est ce qui est notre idéologie à nous, la plus répandue, c'est ça, c'est occidentale, c'est-à-dire que tous les corps ont plus ou moins la même composition, que ce soit l'étoile qui a l'hydrogène et l'oxygène, ou votre corps, madame, qui a de l'hydrogène et de l'oxygène aussi, c'est-à-dire il y a une matière absolument unique qui va composer des corps simples du tableau de Mendeleïev, ça c'est universel, mais ce qui nous distingue, c'est l'âme de chacun. Vous voyez, ça c'est le naturalisme, très bien, non seulement l'âme de chacun, mais je veux dire aussi la personnalité ou l'identité de chaque culture, de chaque langue, de chaque religion, etc. Il y a de la différence culturelle, alors qu'il y a une homogénéité totale des corps. Et l'analogie, c'est beaucoup plus difficile. L'analogisme, c'est l'idée que tout est différent, que quels que soient les phénomènes, que quels que soient les phénomènes naturels, etc., tout est différent, et que tout le travail, c'est de trouver des relations entre ces différences. Et je crois que c'est la vision du monde qui m'attire le plus. Voilà, c'est-à-dire que je crois que réellement les choses sont très disparates, et que le travail fondamental du philosophe, c'est de trouver des relations analogiques entre ce disparate-là. Donc on peut trouver des correspondances, si l'on peut appeler ainsi, là, parce que les sujets, c'est nous, en grande partie de ce livre-là, entre toutes les gens qui sont un peu partout disséminés sur la planète. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que tout le problème, c'est d'abord de voir l'écart. Il y a un écart entre les cultures, un écart entre les personnes, un écart entre les individus ou les collectivités, mais toute la question, c'est de dominer cet écart et de trouver exactement les relations analogiques qui peuvent les unir. Est-ce que cet écart s'est réduit aujourd'hui avec les technologies modernes ou pas? Avec les technologies modernes, est-ce que cet écart s'est réduit? Ah, alors ça, c'est un problème plus contemporain. Ah, voilà, tout à fait, oui. Mais vous en parlez aussi dans le livre. Oui. Oui et non. Je vais faire part de mon expérience personnelle. C'est vrai que j'ai tenté, puisque je parle de tour du monde, d'enseigner à peu près partout. J'ai enseigné, disons, sur les 5 continents, dans toutes sortes de cultures, de langues, etc., au Japon, en Corée, en Afrique du Sud, au Venezuela, enfin partout. J'ai tenté le coup. J'ai tenté d'être un professeur du monde, comme des citoyens du monde. Alors il est vrai qu'en effet, on enseigne à peu près partout le même type de savoir. Les mathématiques sont vraiment universelles, la physique de Newton aussi, et c'est un peu partout que je vais tenter d'enseigner la philosophie française, la culture française, la poésie, etc. C'est un peu universel. Mais il est impossible d'enseigner dans le même rythme, avec les mêmes gestes, avec les mêmes paroles, avec les mêmes tonalités, avec les mêmes intentions, si vous changez de lieu. Par conséquent, c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, avec tous les voyages que nous faisons, tout le monde croit qu'il va y avoir obligatoirement une sorte d'homogénéisation globale de cette affaire-là. Mais non, nous inventons sans arrêt de la différence. Nous inventons sans arrêt de la différence. Tous les jours, les familles, les collectivités, etc., inventent des manières d'être soi-même, des manières d'être individués, etc. Et par conséquent, je ne crois pas que nous risquions beaucoup. Il y a des homogénéités dramatiques. C'est vrai que quand on fait coast to coast en Amérique, il y a toujours les mêmes enseignes, les mêmes publicités, etc. Oui, c'est vrai que ça, c'est assez dramatique, ça pollue notre perception. Mais je crois que la différence est toujours en train de se reconstituer. Je vais prendre un exemple. Vous croyez que nous allons tous parler anglais, mais c'est pas vrai. Regardez par exemple ce qui est passé pour le latin. Le latin a été complètement répandu sur une surface européenne considérable, disons, de l'extrémité de l'Écosse jusqu'au sud du Maroc, et de la Perse à l'île d'Ouessant.
Et bien, le résultat, c'est qu'en très très peu de temps, c'est devenu du portugais, du français, et encore du français de Languedoc et Languedoil, et encore de Languedoc, du gascon et de l'occitan, etc. Donc, aussitôt, la différence s'est faite. Il y a eu du roumain, il y a eu de l'italien, et encore de l'italien. Il y avait du toscan, etc. Vous voyez. Donc, la différence se refait tout de suite.